C'est tout bon? Eh ben allez, on y va. Bon bah bonsoir Paris, rebonsoir à Lyon, ceux que j'ai déjà vus. Ce soir, je vais vous présenter quelques réflexions sur la future place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, donc que ça soit d'un point de vue travail ou d'un point de vue artistique. Alors, de mon point de vue, ces derniers temps, quand je scrolle sur mon fil d'actualité, je tombe sur ce genre d'article. Par exemple, Stephen Hawking, l'intelligence artificielle pourrait-elle mettre fin à l'humanité? Un autre article sur Numérama, selon le MIT, chaque robot introduit sur le marché du travail détruit 6 emplois. Encore un autre, en 3 jours, l'intelligence artificielle de Google a appris le jeu de Go et écrasé la machine qui avait détrôné l'homme. Les Échos, quand l'intelligence artificielle invente un langage incompréhensible pour l'homme. Et un dernier, l'intelligence artificielle de Google a créé une IA plus intelligente que celle créée par l'homme. Donc, si on résume ces articles, c'est pas très jouissant. Hein. Les IA, elles risquent de nous exterminer, de dépasser l'humain, voler notre travail. C'est pas top tout ça, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va essayer de rentrer surtout dans 2 points. Bon, le premier, j'espère qu'elles vont pas nous exterminer, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Pour commencer, on va voir le travail. Donc, déjà, la définition du travail, si on va sur Wikipédia, c'est un labeur, l'application à une tâche, un effort soutenu pour faire quelque chose en parlant de l'esprit comme du corps. Bon, ça donne pas trop envie de travailler, tout ça. Et l'origine du mot, ça vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture à 3 pieux. Bon, c'est sympa, c'est bon. Le travail a pas mal évolué. Il y a plusieurs révolutions, mais la plus marquante, qui a un peu tout déclenché l'évolution actuelle, c'est la révolution agricole, où on a commencé à avoir les premières machines. Là, comme on a sur ces slides, on avait nos paysans avec leurs faux qui faisaient tout au travail de la force humaine. Et là, on a l'apparition justement des premières machines qui étaient avec une force animale. Donc c'était vraiment la maîtrise de la force humaine et animale. Suite à ça, on a eu la révolution industrielle. Donc là, c'est la maîtrise des nouvelles énergies telles que la vapeur, telles que l'essence. Et grâce à ça, on a pu avoir une production de masse. Donc commencer à pouvoir avoir des voitures, commencer à avoir tout genre de choses qu'on n'avait pas auparavant. Plus récemment, on a la révolution des télécommunications. Donc là où on a commencé à maîtriser l'électricité, le stockage, le transfert des données, c'est l'ère de l'information. Donc on est en plein dedans, l'information de partout. Ce qui s'est passé, on va dire depuis toutes ces révolutions que j'ai montrées, on a la population qui était assez stable par rapport à la production jusqu'à ces révolutions-là. Et petit à petit, révolution après révolution, on est parti en exponentiel, mais toujours la population qui suit la production. Et de la même façon, donc le deuxième graphique, c'est avec l'énergie. Voilà, il y a ou une consommation d'énergie ou une production qui a jusqu'à maintenant été proportionnelle à l'augmentation de la population, à l'augmentation de la productivité, etc. Toutes ces nouvelles technologies qui ont pu être créées, ça a créé des nouveaux produits, ça a créé des nouveaux besoins, ça a créé de nouveaux jobs. Donc par exemple, on a inventé le moteur thermique. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec ça? On a fait de nouveaux produits, des voitures. Avec ces voitures, on a eu de nouveaux besoins. On a besoin d'un chauffeur de taxi, on a besoin d'un mécanicien, on a besoin de se déplacer. Voilà, on a besoin de tout un tas de nouvelles choses. Et c'est le cas pour toutes les technologies. Donc grâce à ça, on a une augmentation vraiment des emplois qui ont été faits au cours de toute l'humanité. Ça, c'est un graphique qui représente les différents secteurs du primaire, secondaire et tertiaire. Donc on peut voir que le primaire s'est effondré jusqu'à aujourd'hui pour être vraiment minime, et le tertiaire, quant à lui, a augmenté pour prendre une grosse majorité des parts de marché. Et à l'inverse, si on prend par exemple pour tout ce qui est la productivité, on voit donc le graphique bleu, la productivité augmente au fil des années. Par contre, les emplois, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de cracher et rien n'est remplacé. On est en train de tout automatiser, les machines sont dans les chaînes de production, elles remplacent l'humain, et on embauche, mais moins. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage. Il y a beaucoup. Là, par exemple, on a eu la crise des subprimes qui a fait un gros décrochage. On n'a jamais réussi à récupérer, et c'est de pire en pire. Bon, alors pour ça, du coup, quelle solution on peut avoir?
Déjà, du coup, l'intelligence artificielle, comme je disais, maintenant qui prend place dans les usines, qui prend place dans nos travails, sur Google, sur tout ce genre de choses, on pourrait séparer avec le travail de l'humain. Donc, tout ce qui est efficacité, donc l'usine, tout ce qui est tâches répétitives, tout ce qui est fastidieux, ce qu'on n'a pas envie de faire, bah, c'est le travail des machines. À l'inverse, ce qui est inefficace, par exemple la recherche, la science, les arts, tout ce genre de choses, c'est propre à l'humain. Une machine, elle va pas se tromper, elle va pas faire de la recherche. On va la guider sur de la recherche, mais elle va faire tout ce genre de choses. Et du coup, grâce à ça, on va avoir l'apparition de nouveaux besoins. Donc un humain, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va superviser de l'intelligence artificielle, il va pouvoir organiser de nouvelles choses, proposer de nouveaux services, faire voilà, tout un tas d'activités qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Bon, d'après les statistiques, ce qu'on prévoit d'ici 2030, c'est que 85% des postes dans le monde ne sont même pas encore créés. On aura pas des managers d'intelligence artificielle, plein de choses qui... Et les entreprises auront 38% de rentabilité supplémentaire, ce qui va faire plus de 14% de PIB en plus. Donc je crois que ce chiffre c'est pour les États-Unis, mais et 21 millions d'emplois directement créés grâce à l'intelligence artificielle. À l'inverse, il y a beaucoup de limites. Je me demandais ce qui se passait. Beaucoup de limites qui peuvent être liées à ça. C'est, par exemple, tous les pays en développement, l'Asie, l'Afrique, tous ces jobs précaires où ils travaillent à l'usine. Si on commence à automatiser tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont plus avoir de travail. Et à l'inverse, tout ce qui est le secteur tertiaire, tout ce qui va être le développement de ces intelligences artificielles, ça va se faire dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe. Donc on risque d'avoir une disparité entre ces pays développés et les pays non développés. Et du coup, comment on pourrait pallier à ça, ça va être assez compliqué. Puis l'humain, comment l'humain pourrait rivaliser avec la machine? Donc, il y a le transhumanisme qui est un courant maintenant qui commence à se développer de plus en plus, qui propose différentes approches. L'amélioration du corps, par exemple les prothèses, avoir un exosquelette pour les personnes dans les entrepôts, pour les aider à travailler des colis, des accessoires, les Google Glass, au final c'est un projet qui a été abandonné, mais ça pourrait revenir pour aider à mieux voir, des prothèses pour les handicapés. Les humains OGM, alors on pourrait voir pendant la conception d'un nouveau-né, de modifier pour qu'il ait des meilleures capacités intellectuelles, qu'il ait soit plus sportif, etc. Et un dernier point, c'est le cerveau amélioré, sur lequel je vais m'attarder un peu plus, notamment avec Neuralink, qui est un projet d'Elon Musk. Le but de Neuralink, c'est d'augmenter les capacités cérébrales de l'humain. Donc, pour l'instant, c'est vraiment encore en cours de recherche, et ils ont réuni plein d'experts, il y a rien d'abouti, hein, c'est vraiment que de la recherche. Mais ça apporterait à terme beaucoup de choses, c'est-à-dire que les personnes entre elles pourraient communiquer par une espèce de télépathie. On aurait une suppression de langage, on pense quelque chose et on le transfère à ces autres personnes. Du coup, on peut imaginer par exemple une réunion de travail où, au lieu de penser quelque chose, l'exprimer, que la personne en face l'écoute, le comprenne, etc., c'est vraiment de la pensée pure qui serait échangée entre chacune de ces personnes et on aurait un gain de productivité énorme. Et en plus d'un transfert oral, comme là je suis en train de vous le faire, il pourrait avoir des transferts entre guillemets sonores et visuels, c'est-à-dire que tout ce qu'on conceptualise sous la forme d'image ou de son pourrait être transmis à ces personnes, et émotionnel ou sensitif. Donc pourquoi pas transférer notre Madeleine de Proust ou tout ce genre de choses qu'on ne pouvait pas transférer auparavant aux autres personnes. Et par rapport au savoir, pourquoi pas brancher un cerveau à l'Internet, c'est-à-dire que un savoir qui est absent, là où on est obligé de lire des livres, de les apprendre, de les assimiler, de les comprendre. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer avec Neuralink? C'est on serait connecté par exemple directement à Wikipédia, on a besoin d'un savoir, c'est directement dans notre cerveau, et par rapport à toutes ces informations, on peut les traiter, les analyser et en sortir une réflexion plus poussée. Donc ici il y a deux graphes. Donc le premier c'est ce qui se passe actuellement sur la vitesse de communication. Donc d'un humain à un humain, on peut voir que c'est une vitesse relativement faible. Donc relativement moins par rapport à la transmission orale. Un humain à l'ordinateur, on perd encore en vitesse, on tape au clavier, on est très lent. Un humain nous-mêmes, on pense, on est au maximum de nos capacités, ça va vite, c'est ce qu'il y a de plus performant. D'un ordinateur à l'humain, on lit de l'information, je lis une page Wikipédia, j'acquiers cette information. Et par contre, à l'inverse, on peut voir que les ordinateurs entre eux ont une puissance beaucoup plus rapide de calcul.
Ce qui se passerait avec Neuralink, c'est que toutes ces transmissions, que ce soit d'humain à humain, humain à ordinateur, etc., seraient au même niveau, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Donc on aurait vraiment un gain énorme de toutes ces transmissions d'informations. Par contre, ça pose plusieurs limites. Déjà, est-ce que ça ne serait pas réservé aux plus riches? Donc on retombe déjà sur le même problème de tout à l'heure pour les pays émergents, les pays sous-développés. Ils ne vont pas pouvoir forcément accéder à ces nouvelles technologies, donc ils vont être encore plus en retard par rapport aux pays développés. Comment garantir un accès pour tous? Donc même dans nos propres pays, avec les disparités sociales, est-ce qu'on ne va pas encore renforcer des séparations de classes? Qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça? Et il peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé. Si on va commencer quand même à introduire des électrodes dans le cerveau, à observer toutes les ondes qui peuvent se passer, on ne sait encore pas trop les impacts qui peuvent se produire par rapport à ça. Donc une des solutions par rapport à un point que j'ai soulevé plusieurs fois, ça serait le revenu universel, qui du coup, ça serait les États, suivant leur statut, hein, qui proposeraient une somme minimale à chaque citoyen pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce revenu, par exemple 1 000 euros, et à partir de ça, en travaillant, ils auront des revenus supplémentaires. Et plus le travail serait gratifiant, plus ils auraient de revenus supplémentaires. Donc, ce qui leur permettrait déjà de pouvoir se former, donc les personnes qui étaient par exemple à l'usine, qui vont perdre leur travail, quel serait l'intérêt? Ça serait de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et pouvoir mieux aborder le monde de demain. Avoir plus de temps pour trouver un meilleur job, parce que les personnes qui sont bloqués dans leur job actuel, qui souffrent, ils n'osent pas forcément le quitter. Donc, est-ce que là, s'ils ont un revenu minimum, ça leur permettrait d'en chercher un nouveau? Pourquoi pas de créer leur propre entreprise? Pour les familles, on pourrait avoir une présence accrue des parents, renforcer le lien familial, renforcer l'éducation, ça serait beaucoup mieux à ce niveau-là. Et aussi, par rapport, comme je disais, à l'accès aux équipements, tout le monde aurait déjà un minimum de revenus, et pourquoi pas de proposer ce minimum qui permet d'acquérir les technologies nécessaires. J'ai une deuxième partie, donc c'est plus sur l'art, la peinture et la littérature, donc ce qui est vraiment propre à l'humain et comment l'intelligence artificielle peut rentrer là-dedans. Est-ce qu'elle peut rivaliser avec nous, nous aider Où est-ce que ça en est? Donc un premier exemple qui est lié à la peinture, c'est The Next Rembrandt. Ça a été fait par Microsoft. Ils ont voulu créer en machine learning une nouvelle toile de Rembrandt. Donc voilà, ils ont appris toutes les toiles existantes en analysant toutes les couches, tous les styles, chaque yeux, chaque cheveu, etc. Il y avait nécessité 500 heures de calcul et ils ont sorti au final une toile de 148 millions de pixels et ils ont fait une impression 3D de 13 couches. Donc on voit là un effet, ils ont vraiment simulé chaque trait de pinceau, chaque relief pour au final, voilà, je vous montre un exemple. Je vais faire jouer un peu le public. Il y a l'une de ces trois-là qui est faite par la machine. Pour vous, laquelle ça pourrait être? Il y en a un qui dit celle du milieu. Eh ben, c'est celle de gauche, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup qui ont dit ça, mais c'est bien celui-ci, qui a été faite par la machine. Mais ça a même trompé des experts, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. C'était le but. Donc on arrive vraiment à des rendus très 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 proches de ce que peut faire un peintre. Après voilà, la limitation, c'est que ça a été fait par une équipe, ça a été entraîné pour. C'est pas pour ça que l'intelligence artificielle est un peintre. Si on lui demande de créer avec son propre style, elle ne sait pas le faire, parce que son but était d'inventer depuis cet artiste. Un autre exemple pour la littérature, alors là c'est le Washington Post qui a créé Héliographe en 2016. À l'époque c'était pour couvrir les JO de Rio. Et bon, du coup, après, ils l'ont utilisé pour d'autres choses, pour couvrir les événements politiques, pour couvrir d'autres événements sportifs. En un an, il a écrit 850 articles. Alors, il a notamment fait plein de petits posts sur Twitter, donc assez simple, avec des résultats, donc comme on peut voir ici. Mais il fait aussi des articles beaucoup plus complets et mis à jour en temps réel. Donc, par exemple, pour un match sportif, avec les résultats qui vont s'afficher, et surtout les phrases d'explication. Donc, c'est en ligne sur le site du Washington Post, hein, il y a plein d'articles où on peut voir ça, où on peut dire tel joueur a fait une passe à tel autre joueur, il a réceptionné, il a marqué, etc. Voilà, tout est mis en temps réel, il n'y a pas besoin de rédacteur, vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'intelligence plus évoluée pour faire un compte rendu comme ça. Bon, après, il faut se rassurer, c'est vraiment que les articles assez simples de sport, de résultats qui sont faits comme ça, mais voilà, il y a une partie du contenu du Washington Post qui est fait par des IA aujourd'hui. Bon, pour conclure, je vais donner un peu mon point de vue sur vers quoi on va. Est-ce que c'est pas vers un monde un peu meilleur? Donc on va être un peu utopiste.
pour moi, grâce un peu à ces intelligences artificielles, l'humain sera affranchi de toutes ces tâches pénibles et répétitives. Donc en plus, on sera soutenu par éventuellement ce revenu universel pour si on a un mauvais poste ou que notre poste est perdu, pour pouvoir voilà, essayer de mieux se former, comme je le disais. L'humain deviendra orchestrateur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas voler notre travail, c'est que non, l'humain va travailler conjointement avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour moi, par exemple, pour le jeu de Go, il n'y a pas de le joueur du monde a battu AlphaGo ou AlphaGo a battu le meilleur joueur du monde. C'est AlphaGo et l'équipe de développement qui ont battu le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'humain qui a programmé, qui a entraîné et qui a conçu cette IA quand même derrière avec l'intention de battre le meilleur joueur de Go pour réussir à ça. Pour nous, d'un côté humain, on va pouvoir exprimer totalement notre potentiel créatif et artistique. Maintenant, on était bloqué à devoir faire des travails, aller être charpentier, faire des travails pas forcément intéressants. Maintenant, pour les personnes on peut faire de l'artisanat, on peut faire du développement, on peut faire tout un tas de choses où ça sera vraiment d'un métier passion, j'espère, pour tout le monde. La disparition des classes sociales les plus basses. Donc, si on n'a plus de sous-métier, on n'aura plus de sous-salaire. Ça serait génial pour tout le monde. Et grâce à tout ça aussi, on aura plus de temps pour nos passions et pour nos loisirs. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un deuxième micro. Personne, pas de questions? S'il y a une question. Et du coup, est-ce que toi, tu as un avis un petit peu sur ok, l'intelligence artificielle, ça peut amener des choses positives, mais tout ce que ça entraîne en récupération de données personnelles et de cette utilisation, est-ce que toi, tu as un avis aussi là-dessus, sur positif, négatif? C'est vrai que oui, des gens ont peur par rapport à tout ce big data, toutes ces informations qui sont récupérées. J'ai envie de dire, il y a tellement d'informations aujourd'hui qui est pris qu'au final, même si on a notre nom, même si on a tous ces avis, on reste anonyme au milieu de tout ça. Si on a peur que cette information est prise, c'est qu'on a peur qu'elle soit lue par un humain et comprise par un humain. Là, c'est des algorithmes qui vont nous vendre de la pub, qui vont nous vendre des produits plus adaptés, mais on sera jamais critiqué ou, à la rigueur, pourquoi pas si sur tout ce qui va être assurance ou ce genre de choses où il pourrait avoir des impacts négatifs si on a des problèmes de santé. Mais de façon générale, pour moi, non, tant que c'est quand même contrôlé un minimum sur qu'est-ce qui est pris sur les gens. J'ai répondu? Oui. Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des questions à Paris? C'est quoi ta définition de l'intelligence artificielle? Quelle est ta définition de l'intelligence artificielle? Ma définition d'intelligence artificielle. Alors, là, ce que j'ai parlé, c'est plus machine learning. J'avais fait une conférence l'année dernière pour ceux qui étaient là, vraiment sur l'intelligence artificielle et la conscience. Donc là, vraiment d'un point de vue philosophique, je ne vais pas me rétaler là-dessus. Hein, s'il y en a qui veulent le voir, c'est dispo sur le blog d'Elv. Donc voilà, là c'est vraiment machine learning, ce que j'expliquais, c'est-à-dire récupération de données, apprentissage, améliorer les rendements sur les lignes d'usine, remplacer les travaux, etc. Ah, c'est bon, j'ai eu la question, j'y réponds. Là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est vrai qu'il n'y a pas de son en... Une deuxième question. Il n'y a pas de deuxième question? Tu mets l'oreillette sur la... Allô? Ouais. Petite question à Paris. Est-ce que tu trouves pas trop abusif le terme AI? Dans mes slides? Ou... Dans les slides? Tu peux le mettre sur haut-parleur? Comme ça j'entends la question directe. Non, dans les médias du coup. Pas dans tes slides, mais dans les médias. Ah, dans les médias? Oui, je pense qu'en fait, le terme le plus approprié, ça serait automatisation, pas intelligence artificielle. C'est peut-être un abus de langage. Après, bon, ça repose là-dessus au final maintenant, mais j'utiliserais même pour mes slides, peut-être avec le recul, plutôt automatisation, effectivement.
C'est bon? Sur Lyon, d'autres questions? Non? Bon, bah c'est tout bon. Alors je vous remercie.